Bonsoir ou rebonsoir. Les actions pour collecter de l'argent pour le Téléthon 2017 ont débuté il y a quelques semaines. On fait le point dans la Réunion, comment il est. Bonsoir, Georges Faubourg du Téléthon 2017. Avec nous également Gilda Payette, j'attendais pour 18h45. Elle est arrivée en avance. Bonsoir. Bonsoir. Gilda, on va parler alimentation, puisque normalement se termine dans la fin de la semaine, lundi, se terminent les assises de l'alimentation. On va voir si ça a intéressé une restauratrice en ligne, et on verra un petit peu comment marchent aussi les affaires et comment livrer des repas si aujourd'hui c'est en train de se démocratiser. D'accord ? Juste avant, Georges Faubourg, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur les actions qui ont commencé ? Oui, on est un peu au balbutiement encore, mais il y a des actions qui se construisent, on va dire. Le Téléthon se construit au fur et à mesure, notamment sur la ville de l'ambassadrice qui est Saint-Pierre cette année. Donc les employés de Saint-Pierre vont faire une grosse manifestation, donc de 9h du matin jusqu'à 16h, 17h le soir, avec un jeu de 4 ballons et aussi donc une grande zumba pour terminer, avec tous les employés de la mairie, et peut-être les élus aussi. Donc on fait un ballon prisonnier, peut-être qu'ils vont tirer un peu sur les élus, profiter. Et c'est gentil, hein. Voilà. Et donc après il y a l'EDF aussi qui prépare son toit de l'île. Il y a les pompiers qui préparent aussi le toit de l'île. Il y a plein d'actions qui se font. De toute façon, on va suivre ça tout au long jusqu'au 8 et 9. On va juste regarder l'affiche pour cette année, Téléthon AFM, Téléthon 2017, les 8 et 9 septembre. C'est donc le deuxième week-end de décembre. Donc, bien sûr, la session française contre la myopathie. Et aujourd'hui, juste un petit mot. On va essayer de faire en chiffres d'abord. L'année dernière, le Téléthon a recueilli combien d'euros à La Réunion? On a récolté 542 000 euros, dont 85 000 euros de dons sur Internet et 82 000 euros de promesses de dons sur le 36-37. Et il y a un seuil que voudrait atteindre le Téléthon Réunion cette année? Cette année, on voudrait atteindre 600 000 euros. L'année, on a eu 10% d'augmentation. Cette année, on espère en faire autant. Et pour arriver dans le moyen terme à 1 euro par habitant, ça nous ferait assez. Ça serait bien. Une chose encore, cet argent, on se pose toujours la question quand on collecte de l'argent, où va cet argent? On parle de la recherche bien sûr, tout ce qui est génétique. Quelles ont été, depuis la création du Téléthon, quelles ont été les grandes avancées de la médecine? C'est pas trop mon domaine, hein, les avancées de la médecine en matière de recherche, mais effectivement on a quand même assez progressé, mais quand on parle de progrès c'est toujours minime, hein. C'est toujours par centimètre on dira, et donc on a, si vous voulez, à l'heure de maintenant, on est à l'ère de la création de médicaments. On a des Réunionnais qui vont faire des essais à Paris pour se soigner, pour essayer certains médicaments. Pour quelle maladie? Maladie, on sait que tout ce qui est sur j'allais dire les nerfs, c'est un des éléments de recherche les plus importants, parce qu'il faut raccorder. Tout ce qui est chez les jeunes, hein. Ouais. Tout ce qui est chez les jeunes. Mais là, la maladie, ça m'est sorti l'idée parce que c'est pas trop mon domaine. Ça va être ma question un petit peu pour vous embêter. On est à quelle édition? On est à la 31e édition du Téléthon. Une Bayette, on a grandi avec cette. C'est ça. C'est incroyable, hein, 31 ans. Oui, c'est une très belle action. Très belle action. Est-ce que lorsqu'on est d'extérieur, on ne maîtrise pas? Est-ce qu'on se dit que cet argent sert à quelque chose? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas avancer les choses? Oh si, quand même. Je veux dire, on peut espérer et on y croit. Hein. On pense qu'évidemment cet argent sert à faire avancer donc la recherche et on peut pas dire que ça sert à rien. Évidemment, ça sert à quelque chose. Même si on n'est pas toujours au fait de ce qui se passe, mais je pense que malheureusement certaines personnes donc qui sont concernées doivent
vraiment se rendre compte que la médecine évolue quand même. Ils attendent ça avec beaucoup de patience. J'imagine. On a vu cet appareil qui permet à un paraplégique de se mettre debout. La science avance aussi à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, donc, là, on a fait beaucoup de progrès quand même, parce que maintenant, il y a plein de systèmes pour se lever, pour se coucher, pour se laver. Et on a vu aussi au niveau de l'informatique, avec les écrans tactiles qui réagissent au battement des cils, et des paupières. Hein. Ah oui, le nez qui bouge, oui, tout des systèmes qui permet aux gens de communiquer. Soit entre eux, soit avec les autres. Il y en a un, c'est un grand scientifique, il est américain, j'essaie de retrouver son nom le temps que il a été, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, il est atteint de la maladie de Charcot, lui, et on le voit dans son fauteuil avec sa voix d'ordinateur. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui aussi peut donner espoir à ceux qui n'ont vraiment plus aucun moyen de communiquer. Oui, ben, il y a même plus proche de chez nous, il y a des gens qui font de la musique, avec le doigt qui bouge seulement un joystick, on va dire, et ils arrivent à créer de la musique comme ça, ils font des belles choses. Hein. Et il y en a qui font des photos avec des drones et tout, il y en a qui sont... Ils arrivent à faire des choses extraordinaires avec peu de moyens qu'ils ont. Et en fait, la question, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, comment doit-on regarder la vie? Est-ce que la vie, c'est d'être debout, d'être mobile, ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut penser aux personnes qui, de par leur, je dirais, conception, de ce qu'ils ont reçu de la nature, ben, ils sont autrement capables, j'adore ce mot, à chaque fois je le dis, et ben, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais il y a d'autres qui peuvent faire. Il y a des choses qui font que nous, qu'on ne peut pas faire, hein, comme faire des montages de musique, comme faire des photos, comme faire voler des drones, comme faire tout ça. Ça, c'est des gens qui sont malades qui peuvent faire ça. Et parce qu'ils ont quand même... et puis, il y en a qui font des études qui sont poussées, qui sont ingénieurs, qui sont... Moi, ce que j'ai toujours sidéré par ces gens qui écrivent avec leurs pieds et qui mangent avec leurs pieds. Là, ils sont très certainement, pour certaines personnes, obligés de développer d'autres sens. D'autres capacités. Tout à fait, tout à fait. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Réunionnais aujourd'hui? On est maintenant à 2 mois. On est à 2 mois du Téléthon. Comment faut-il qu'ils se mobilisent justement pour apporter leur contribution? Ben il faut déjà qu'ils soient généreux vis-à-vis des gens qui vont passer avec eux, devant eux, soit les pompiers qui vont arriver avec leurs urnes, soit le DF avec son toit de l'île. Il faut qu'ils soient généreux, il faut qu'ils donnent sans trop réfléchir, sans trop compter, parce que c'est les malades et les familles, ils ont besoin d'eux. Et ceux qui participent aussi, ils peuvent participer de toute manière, ils peuvent aller nager, courir, sauter pour le Téléthon. Il y en a qui font des trucs à manger, il y a toutes sortes de possibilités de récolter des fonds, c'est intéressant. C'est, je crois, que l'occasion de rendre un peu hommage à tous ces bénévoles et ces gens qui font des gâteaux chaque dimanche, qui vont vendre ça à 1 euro, qui ramassent chaque euro et qui, arrivés au Téléthon, donnent. Et je pense qu'à tous ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne verra sans doute jamais, je crois que c'est à eux qu'il faut sans doute rendre hommage. Je pense que oui, on est plus de 2000 bénévoles à La Réunion pour faire ça. Et je pense que cette année, ça va encore augmenter. Il y a même des gens qui préparent leur plante depuis le 1er janvier. Pour les vendre, ils sèment, ils plantent, ils font des pousses et tout. Et puis après, ils vendent des pots de fleurs à la fin de l'année pour le Téléthon, pour les malades. Je te dire que ce sont ces éléments qui donnent encore envie de se réveiller le matin et de se dire qu'il y a encore un espoir pour cette... Absolument, absolument. Hein? Je pense que oui, on se réveille avec chacun donc un objectif et je trouve ça assez remarquable et franchement, bravo, quoi. Et puis, il y a aussi une chose, c'est-à-dire qu'on se dit souvent que pour ces gens-là qui souvent sont dans des conditions très protégées parce qu'ils ont leurs fauteuils sont très mécanisés, très informatisés. Mais dites-vous seulement une fois de temps en temps, est-ce que vous aurez aimé être aussi peu mobile parce que quelque part ils sont quand même tenus par ceux qui sont là pour les soigner. Je crois que pour ceux qui ont les moyens de se bouger, d'être mobiles, de donner quelque chose, à la rigueur quitte à se priver d'un petit quelque chose, ça serait bien de le faire. Cette année encore, les malades ils vont accompagner un peu les pompiers dans leur toit de l'île aussi. Pas faire le toit de l'île, mais il y aura des petites étapes où ils font 1, 2, 3 km avec le fauteuil électrique. Question de montrer qu'eux aussi ils participent
D'autant que pour eux, ça fait surtout l'occasion de voir autre chose, de vivre autre chose, et puis de montrer de vivre ce que les gens sont en train de partager avec eux. Aujourd'hui, au-delà de l'objectif de la collecte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Téléthon soit un petit peu plus, je dirais, présent tout au long de l'année, pas seulement dans les 3 derniers mois de l'année? C'est toujours une question. Est-ce qu'il faut être présent tout le temps ou est-ce qu'il faut mettre le paquet sur les 2 ou 3 jours ou en tout cas les 2 mois qui viennent? C'est toujours la question. Maintenant, il faudrait peut-être que dans les médias, de temps en temps, on ait un lien avec des malades, ou des bénévoles qui font le Téléthon. Juste pour rappeler que l'événement sera pour bientôt. Mais il y a tellement d'événements aussi, il ne faut pas non plus que ça fasse aussi redondance. D'accord. Parce que, j'allais dire, Julia, on doit tous se souvenir qu'on a quelqu'un dans la famille qui souffre d'une maladie au moins, quoi. Dans la famille ou dans quelqu'un, dans l'environnement, je veux dire, ou tout simplement on sait qu'il y a des gens effectivement qui souffrent, donc le partage, je pense que c'est important. Effectivement, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, donc il faut pas l'oublier. Et puis quand on reçoit, je pense qu'il faut savoir aussi donner. Il faut savoir que la recherche, quand on fait de la recherche, on trouve des solutions, pas seulement pour les malades, mais aussi pour toutes sortes de maladies, pour toutes sortes de problèmes ou d'accidents, ou je sais pas quoi. Il y a bien sûr la myopathie, mais il y a aussi d'autres maladies, comme il y a les troubles de comportement, ou troubles pour tout ce qui est apprentissage, il y a la mucoviscidose. C'est 2 sujets que nous allons voir tout de suite. D'abord, on va parler de l'APDIS, qui a organisé une journée pour les enfants qui ont la dyspraxie, la dyslexie, qui ont toujours un trouble dans l'apprentissage. Donc il y a eu une discussion, il y a eu un événement à Champfleury ce week-end. On va voir l'association L'Arbre à Grandir, qui est inscrite dans la démarche, donc la communication bienveillante. Le mot aujourd'hui de bienveillance, c'est un mot qui revient souvent dans l'actualité. Alors on va voir ce que c'est, c'est quoi l'Arbre à Grandir et c'est quoi la communication bienveillante. Anne Ledouigou nous rappelle la démarche de son association. L'association s'appelle L'Arbre à Grandir et nous faisons la promotion d'outils de communication bienveillante envers l'enfant. Notre journée, notre présence aujourd'hui lors de la journée des 10 est importante pour nous parce que on sait trop bien que quand on est parent, il est difficile de mettre en place des atmosphères propices aux apprentissages des enfants et la communication est cruciale à ce moment-là, très importante, de pouvoir rendre l'enfant coopérant et de pouvoir justement mettre en place des relations qui sont constructives et de la pédagogie positive qui va faire que l'enfant va adhérer beaucoup plus facilement aux apprentissages ou en tous les cas trouver une façon qui va rendre la communication plus confortable. Quand on parle d'outils, quels sont les outils que vous utilisez généralement dans votre schéma de travail? Ça va déjà être de l'accueil des émotions, c'est qu'est-ce que l'enfant ressent à ce moment-là, pourquoi c'est difficile, oui c'est difficile pour toi, est-ce que ça sera plus facile tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de faire des pauses ou ça peut être aussi faire en sorte que l'enfant retrouve sa motivation, parce que des fois c'est juste l'Everest à grimper quand on a un exercice à faire, donc c'est comment est-ce que je peux donner à l'enfant les quelques points de départ qui vont faire que l'enfant va adhérer favorablement et va faire qu'il a envie d'aller jusqu'au bout de ses devoirs ou autre. Prendre le temps, cerner le souci. Aujourd'hui, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous conseillez aux parents pour justement accompagner un enfant qui a parfois quelques soucis, quelques difficultés à grandir, à apprendre, à se développer? Je dirais que tout individu, et particulièrement les enfants, grandissent à leur rythme. Et c'est avant tout d'accepter le rythme de développement de l'enfant, parce que c'est pas en tirant dessus qu'il avancera plus vite. Donc c'est vraiment en acceptant les difficultés de l'enfant et en les reconnaissant qu'on l'accompagnera au mieux et au plus juste de ses besoins. On va revenir sur une autre maladie, celle-là, elle non plus, elle ne se guérit pas, c'est la mucoviscidose. Il y a quelques semaines, c'était donc les Virades de l'espoir. Sylvain Mabineau a voulu revenir sur cet événement.
Le samedi 30 septembre, au sein du parc du 20 décembre de Saint-Leu, l'association Vaincre la mucoviscidose a organisé leur journée caritative pour récolter des fonds pour la recherche de traitements contre cette maladie. Cette association se bat pour que les soins évoluent pour le traitement de cette maladie génétique. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui s'appelle Virate de l'espoir. Donc c'est une journée caritative nationale qui a pour but de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Donc à savoir que Aurore, ici présent, est atteinte aussi de la mucoviscidose et malgré sa maladie, malgré en fait ce manque de souffle qu'elle a, elle mène le combat à bras le corps. Merci justement aux dons parce que nous pouvons faire des greffes, nous pouvons faire des recherches médicales, des essais cliniques et tout ça, voilà, grâce justement au Virate de l'espoir en partie. Traduit par de l'insuffisance respiratoire sévère et des problèmes digestifs permanents, les patients atteints de cette maladie, communément diagnostiquée chez l'enfant, laissent une espérance de vie d'à peine 42 ans en moyenne. Les Virates de l'espoir ont pour but de récolter des fonds, améliorer les conditions de vie de ces patients. Alors mon fils, il a 8 ans, donc il a la mucoviscidose depuis sa naissance. Donc il doit aller chez le kiné une fois par jour. Et il doit prendre des médicaments chaque fois qu'il mange. Aujourd'hui, c'est la Virate de l'espoir. C'est l'événement le plus important de l'année. Et ça nous donne de l'espoir. Parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul à La Réunion. Il y a des familles qui viennent, on se donne la main, c'est la solidarité. Et on récolte de l'argent pour la recherche. C'est le but numéro 1 de la journée, c'est récolter de l'argent. Comme ça, on essaye de financer un médicament. À Saint-Leu, la municipalité est fière d'accompagner l'association dans sa démarche pour améliorer les conditions de vie des patients. Le rôle de la mairie, depuis l'année dernière, donc l'association Vaincre la mucoviscidose nous a demandé des moyens logistiques et matériels. Donc nous intervenons en mettant à disposition le parc du 20 décembre, tous les moyens logistiques, donc chapiteaux, tables, bancs, etc. Et cette année, on a fait un geste symbolique, on a remis un chèque de 1 000 € à l'association en tant que donateur, donc chèque factice de la ville de Saint-Leu. L'an dernier, cette journée nationale de mobilisation a permis de récolter plus de 200 000 € de dons. Donnons du souffle à ceux qui en manquent, c'est le message qui nous délivre l'association Vaincre la mucoviscidose. Retour en direct donc avec Gilda Payette. On parlera alimentation avec une spécialiste de vêtements devenue restauratrice. Oui. Et on est toujours avec Georges Faubourg pour parler de Téléthon, bien sûr, Téléthon 2017. La question, puisqu'on est sur les assises de l'alimentation, ce week-end, ça a été un très beau week-end en tout cas. Oui, pour l'alimentation. oui, très très beau week-end en tout cas pour nous, puisque moncarry.com d'une part a fêté donc ses 4 mois d'activité. Alors on va juste rappeler que c'est le premier site aujourd'hui en ligne qui livre des repas aux entreprises, les repas de midi. Tout à fait, sur le lieu de travail. Et nous avons également donc, fait 1500 repas pour les personnes âgées à Saint-Paul, le CCAS. Donc ça a été un très bel anniversaire. Alors ils ont mangé quoi ? Ils ont mangé donc du chouchou safrané et sauté de poulet au bread, curry poisson et puis des plats végétariens pour ceux qui le sont. Ça met l'eau à la bouche. Ça met l'eau à la bouche, ça paraît très équilibré. Toujours. Moncarry.com, c'est toujours très équilibré, c'est frais et c'est bon. Quand on parle d'alimentation, aujourd'hui, par rapport à ce que dit Georges Faubourg aujourd'hui, manger équilibré, ça c'est quoi exactement ? Comment est-ce qu'il faut le dire aujourd'hui, quand on dit on mange équilibré ? Manger équilibré pour moi, c'est déjà donc moi en tout cas, personnellement, je fais 3 repas. Donc sainement, pas gras, des bons produits et puis une quantité raisonnable. Tout à l'heure, je disais sur ce plateau qu'il faut prendre le temps pour aller faire les courses, trouver les bons producteurs, trouver les bons produits. Et en tant que restauratrice, c'est le temps qu'il faut prendre. Oui, absolument, c'est primordial. Je veux dire, nous travaillons encore une fois des produits frais, des produits donc de saison. Donc nous prenons effectivement le temps donc de s'approvisionner tout simplement. Parce que la difficulté, je dirais, c'est toujours de trouver d'avoir le bon réseau, d'avoir le bon producteur. C'est ça. Une fois qu'on l'a, donc on arrive à s'entendre et
On lui explique ce qu'on souhaite, notamment pour le maraîcher, on souhaite avoir les produits de saison, les produits frais. Donc à partir de là, s'il est d'accord, nous aussi, et puis ça se passe comme ça, tout simplement. Trouver les produits frais avant, c'était vraiment quelque chose qu'il y avait dans la cour? Oui, oui, dans notre époque, oui, il n'y avait pas besoin d'aller chercher trop loin, effectivement, parce qu'il y avait un petit espace, oui, on avait toujours des boîtes dans la cour, des animaux qu'on élevait, qu'on abattait dans la cour même, tout ça. Et c'est dommage aujourd'hui que, même lorsqu'on a 10 mètres carrés de terrain, qu'on n'arrive pas à mettre ça en valeur, à mettre un peu de piment, un peu de persil, un peu de coton-mili, un peu de thym. Parce qu'on le voit, on voit les gens n'ont plus envie de mettre la main à la terre. Ben, c'est un travail d'éducation qu'il faut reprendre, certainement, au niveau déjà de l'école. Puis c'est du temps. Puis la transmission aussi. C'est du temps, bien sûr. Je veux dire, à l'époque, bien souvent, les femmes étaient au foyer, ou alors donc les maris donc prenaient le temps le week-end. Maintenant, donc le couple travaille toute la semaine, s'occupe de leurs enfants, donc c'est quand même. Il faut du temps. Et puis, bon, pas tout le monde a un jardin. Aujourd'hui, non. Pas tout le monde a un jardin. Aujourd'hui, tout le monde a un jardin. Mais pour ceux qui en ont, je trouve dommage que... Avant, on n'avait pas la télé, ou si peu. Voilà. Il n'y avait pas de distraction comme maintenant. Il y a maintenant une distraction à tous les coins de rue, à toutes possibilités, le téléphone, la télé, tous les moyens modernes de communication. Donc ça... Puis c'est un métier, c'est un métier. Je veux dire, chacun son métier également. Oh, franchement. Oui, mais bien sûr que si. Je suis là, planter, faire retourner la terre, faire une petite planche, mettre un... Bien sûr. D'accord, je suis d'accord, Oui, c'est un métier. Absolument. Mais on peut faire ça. Bien sûr, on peut faire ça, mais je veux dire, on va faire une toute petite parcelle, c'est pour donc sa consommation donc personnelle. Donc après, c'est une passion également. Je veux dire, pas tout le monde a la main verte. Oui, mais quand on voit le succès, de moncarré.com auprès des entreprises, ça veut dire qu'il y a aussi une réponse à la qualité, une réponse aux produits frais aussi. Absolument, je veux dire, aux gens d'aujourd'hui, ça fait partie de l'équilibre alimentaire, de l'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on souhaite maintenant consommer des produits frais, des bons produits et faits maison surtout. Donc ça, c'est des choses, nous, c'est ce qu'on propose et on est assez d'accord de dire que notre clientèle apprécie très largement donc, ce type de produit. Hein. C'est le goût pays. Et il y a une chose quand même qu'il faut voir, c'est que la génération, je dirais au-delà de 30 ans, aime fréquenter les marchés forts en tout cas. Et vous passez du temps, vous, Georges Faubourg, sur le... Moi, pas trop. C'est madame. Même pas, c'est vrai que j'y vais de temps en temps, mais pas régulièrement, effectivement. Ça veut dire qu'il y a trop de copains quand on rencontre, on passe plus de temps à discuter plutôt que d'acheter les légumes. Mais je suis aussi très occupé par le travail associatif. Donc, voilà, ben voilà encore un exemple. Il n'a pas le temps de planter ses tomates. Voilà, c'est ça. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Mais je reviens sur ma question, Julia Payette. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la qualité de la nourriture, quand on voit... je sais de quoi je parle parce que je vois le succès de votre entreprise, de ton entreprise plutôt. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Réunionnais a envie de manger, il a envie de manger, pas seulement Réunionnais, je veux dire, pas seulement la cuisine réunionnaise. Il a envie de manger tout ce qui peut être présenté et qui peut voir. Mais qu'est-ce qui fait que la qualité, aujourd'hui, ce qu'il recherche, lui, c'est la qualité. Et qu'est-ce qui fait cette qualité ? C'est les bons produits, c'est les produits frais, c'est la manière de préparer, c'est un plat pas trop gras. Je veux dire, maintenant, c'est gustatif, on sent la différence entre tel ou tel produit, on le voit de toute manière. Nous-mêmes, c'est ce que nous recherchons. Donc, le goût, la présentation, la qualité du produit, la manière de préparer, c'est important. Je veux dire, on fait pas un curry qui baigne dans l'huile. Donc, c'est pas mal d'éléments donc qui... Vous auriez été aux assises de l'alimentation qui se terminent la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous auriez dit finalement sur la garantie de la qualité, sur la garantie de la fraîcheur, sur les valeurs nutritionnelles? Quels arguments vous auriez avancé pour qu'on puisse dire voilà, c'est ça qu'il faut pour que le Réunionnais demain, il mange bien, il mange sainement? La réponse est toujours la même. Hein. C'est toujours la qualité du produit. C'est aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la manière de préparer. C'est que
contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc que la cuisine créole, c'est pas la cuisine qui fait le plus grossir, si on sait donc comment... Avoir un comportement. Tout à fait, un comportement à la consommation du produit, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que la cuisine d'avant, la cuisine qui ne faisait pas grossir avant, est devenue une cuisine qui est souvent décriée dans l'obésité? Oui, mais parce que avant on avait certainement beaucoup moins à manger. Donc même si c'était un peu gras, on dépensait beaucoup, parce qu'on travaillait assez dur. Donc ça compensait un peu l'excès de graisse qu'on mangeait. Peut-être, c'est même pas sûr, parce qu'on ne mangeait pas de la graisse, on ne mangeait pas de la viande tous les jours, on mange de la viande une fois par semaine, peut-être, à un certain moment. Donc voilà ce qui fait la différence, à mon avis. Parce que maintenant, on est plein de produits donc, de pas de très bonne qualité. Et on mange souvent? On mange plus souvent, voilà, et puis on mange un peu n'importe quoi et n'importe quand. Ce qui veut dire que, comme vient de dire Gilles, c'est qu'il faut retrouver un schéma de comportement, il faut retrouver, par rapport à la nourriture, aujourd'hui il faudrait regarder la nourriture comme quelque chose qui doit nous apporter quelque chose, mais ça, pas seulement que du plaisir, je dirais, immédiat, et puis seulement ça. Le plaisir, enfin à mon avis, hein, je ne suis pas spécialiste de la matière, mais le plaisir immédiat est important. Mais après, il faut savoir se dominer, il faut savoir bien se comporter devant son assiette, et puis oui, enfin, je veux dire, c'est effectivement tout un ensemble d'éléments. Il faut bouger, comme monsieur l'a dit, il faut faire du sport, il faut prendre le temps de manger, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de mastiquer, il faut prendre le temps donc d'apprécier son assiette. On ne va pas manger donc une assiette vraiment très très vite, et ça fait grossir. Le fait de manger très très vite, donc il faut vraiment mastiquer. C'est aussi très très important. Et puis bon, la qualité encore, les gens recherchent donc le goût et le plaisir avant tout. Je veux dire, quand on a envie de manger tel ou tel plat, c'est parce que ça nous fait saliver, c'est parce que le produit nous fait envie, parce qu'on sait très bien qu'on va retrouver certaines saveurs, que ce soit des saveurs donc d'antan ou les saveurs qu'on avait donc chez nos grands-parents, chez nos parents. Et les gens n'ont plus forcément le temps donc de cuisiner parce qu'il faut aller chercher donc tous les produits, faire des courses, aller au marché, etc. C'est vrai qu'on est tous donc pris aussi dans un quotidien qui est assez intense. Et aujourd'hui, donc il faut cuisiner quand même, ça prend du temps. Je veux dire finalement par rapport à ce qu'on voyait avant, manger c'est un vrai, c'est un vrai métier finalement, faire à manger, trouver les bons produits, planter les bons produits. Oui. Tout ça c'est un vrai métier. Oui, tout à fait. La régime souffle, c'est une science. Ah, c'est une passion aussi. C'est beaucoup une passion. En tout cas, voilà, entre science, passion, on aura arrivé à quelque chose. J'espère que ça vous a mis en appétit. Je ne vous désespère pas de vous diffuser le curry poulet que j'ai filmé chez Gina. Je ne dirai pas quand, mais je vais le diffuser. En tout cas, merci Georges Faubourg pour le Téléthon qui est donc lancé. Donc le rendez-vous c'est le 8 et le 9 décembre. Donc à chacun de se préparer, ne serait-ce qu'à donner par habitant 1 euro pour arriver à ce chiffre cette année. Ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire d'arriver à que chaque habitant se sentirait concerné par cette cause. Par la cause. Merci. Je t'appelle continuer à être, j'allais dire, une spécialiste en vêtements qui nourrit. Qui se nourrit également. Qui se nourrit et qui nourrit qui a pour plaisir de nourrir les autres. De nourrir les autres également. Comme quoi, c'est quand vous la regardez, vous voyez que c'est tout à fait compatible. On peut avoir taille mannequin et de bien manger. Merci Gilles Payette. On se revoit la semaine prochaine, j'espère. Avec plaisir. J'espère qu'on aura et que les entreprises nous laisseront un petit peu de curry pour qu'on puisse montrer, ou alors sinon on parlera curry poulet. D'accord, avec plaisir. Voilà, merci à vous, merci à la régie. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Bonsoir.